Donc bonjour et bienvenue donc pour la correction de ce problème numéro un, donc pour le CAPES blanc numéro un. Alors il s'agissait en fait de l'épreuve de 2018, l'épreuve numéro 2, donc celle qui est censée être plus proche de terminale, enfin plus proche des problèmes pédagogiques. Alors j'ai souhaité faire ça parce que donc c'est très classique de l'arithmétique modulaire, donc c'est-à-dire des classes de congruence, etc. Euh, la première, donc c'est du cryptage, hein. La première partie est vraiment intéressante, la seconde aussi, voilà. Alors ici, en fait, à ce niveau-là, on arrive avec la notion donc de groupe cyclique, hein, l'ordre du générateur, etc. Et puis après, donc voilà, à partir de là, je l'ai coupé. On rappelle que si P est en premier, voilà, le hasard est un groupe cyclique et donné un générateur de ce groupe. Ça, donc à partir de là, j'ai coupé. Car quand on regarde donc le site du CAPES, hein, donc voilà, tatac, donc il y a des évolutions de la session 2020, et parmi ces évolutions-ci, donc pour la première épreuve écrite, qui est de nature académique, c'est-à-dire résolution de problèmes, il y a un programme spécifique, et donc l'évolution du programme, c'est qu'il a été supprimé somme et produit de racine d'un polynôme, d'accord, théorème de structure des groupes monogènes et cycliques, donc c'est pour ça que je vous ai enlevé ceci, loi FDE grand nombre, et de toute façon, calcul diff et topologie de Rn, bon, on ne sait pas trop. Par contre, qu'est-ce qui a été ajouté? Donc, variable à densité, espérance et variance, loi uniforme, vous voyez pourquoi j'insiste vraiment là-dessus. Alors, loi uniforme, bon, bah, il faut intégrer des constantes, hein, ça va, c'est pas trop compliqué, mais c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire des choses sur les lois exponentielles, etc. Et puis, fonction invariante dans R2, courbe paramétrée, qui fera l'objet d'un prochain euh, sujet dans un autre CAPES blanc. Ok. Voilà, donc j'ai coupé à ce niveau-là. Sachant qu'il restait à peu près, enfin c'est à peu près la moitié du problème, d'accord. Donc tout ce qui est ici, en fait, c'est assez classique, donc ça c'est intéressant. Après, bon, c'était peut-être pas la peine, donc c'était pour calculer le nombre de façons qu'il y avait de faire un calcul, d'accord, via ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit super passionnant et très reproductible, quoi. Alors ce sujet de cryptographie, en fait, il est extrêmement proche d'une session de 2015, comme vous voyez ici. Donc c'était aussi la seconde épreuve, donc celle qui était... bon, à l'époque, c'était pas les mêmes choses, quoi. Non, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, en fait, vous allez voir ici que vous allez retrouver à peu près la même chose si vous avez lu, d'accord. La lettre A est associée à 0, la lettre B associée à 1, la 5 associée à 25, d'accord. Là, on faisait, je crois, modulo 26. Vous reconnaissez une équation, une relation de Bezout ici. Voilà, bref, voilà, il fallait coder un mot, il fallait faire des trucs avec des tableurs, d'accord, proposer une activité de classe sur tableur, vous voyez, donc plutôt pédagogique aussi, etc., etc., d'accord, donc voilà, bon, c'était sensiblement équivalent, il y avait pas mal de tableurs, il y avait des formules, etc. Donc bon, je vous ai pris le plus proche de nous, mais vous voyez que c'est un sujet qui a été en mode, et puis vous voyez que donc 2015 il pose un sujet, 2018 il pose un sujet extrêmement similaire, donc les sujets se répètent dans le temps. Pareil, hein, ce qu'on a fait au début, premier semestre, sur les suites géométriques, les suites arithmétiques, les suites harmoniques, pardon, j'ai rêvé, série harmonique 1 sur K ou 1 sur K carré qui elle est convergente, qui converge vers carré sur 6. Bon, celles-là, il faut savoir les faire. Ce sont des sujets très classiques qui peuvent retomber facilement. La série harmonique alternée aussi, enfin bon. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous propose de commencer ce truc, ok. Alors, crypter le message lettre à lettre, on écrit le message, on utilise 29 caractères différents, les 26 lettres de l'alphabet, et les espaces, et puis les trois symboles, espace, virgule et point, d'accord. Point, espace, et la virgule est ici, ok. Donc voilà, donc on vous donne le tableau de codage, ça c'est un codage. On note R, l'ensemble des entiers utilisés dans ce cryptage, c'est-à-dire l'ensemble de 0 à 28. C'est pour tout entier naturel K, on note FK l'application de R dans R qui a tout X, c'est aussi le reste de la division euclidienne de X puissance K par 29, d'accord. Donc FK c'est X puissance K. Et les FK ce sont les fonctions de cryptage qui sont utilisées pour crypter le message.
Ok, donc premier essai, Albert souhaite utiliser la fonction de cryptage F3, Benoît propose F7 et Camille F19. Ok, donc que devient la lettre E par le cryptage d'Albert? Et Albert c'est F3. Alors bon, bah, j'ai directement fait ça, hein. Donc Albert souhaite utiliser F3. Donc nous ce qu'on veut c'est F3 de X. Ok. Alors la lettre E déjà, quel est son codage? Le codage de E, ah, ouais, c'est là. Le codage de E c'est 6, d'accord? Donc nous ce qui nous intéresse c'est F3 de 6 pour avoir le cryptage de E, ou de 6 quoi, le cryptage de 6, ok? Donc F3 de 6, donc moi ce qui m'intéresse c'est F3 de 6, c'est-à-dire 6 puissance 3 modulo 29, ok? Alors on se rend compte que c'est 216, ce qui vaut 13 modulo 29. Et voilà, et donc le cryptage d'Albert permet de coder E par 13. Bon voilà, ça vous fait... Voilà, c'est juste pour calculer ça. Montrer que quelle que soit la fonction de cryptage fk choisie, les symboles espace et point sont inchangés. Alors, espace c'est 1 et point c'est 0. Ah, ah. Bon alors, fk de 0, c'est 0 puissance k, donc ça va toujours être 0. Et fk de 1, ça va toujours être 1, donc ça va être inchangé. Ok, bon bah voilà. Donc le symbole point est codé par 0. Pour tout entier k, fk de 0 c'est congru à 0 modulo k modulo 29, c'est-à-dire 0. Ok, c'est le reste de la division euclidienne en fait, modulo 29. Donc c'est 0. Et pareil, donc pour tout cas, le symbole point est crypté par 0. Et pareil pour 1, pour l'espace quoi. Ok, voilà. Ok, alors après, un élève de troisième, donc vous voyez, c'est un peu un peu orienté pédagogie à ce niveau-là, hein. On vous dit qu'un élève de troisième utilise un tableur pour calculer les valeurs de FK. Euh, il prépare la feuille de calcul suivante. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil ce truc de troisième, hein. Alors l'espace, le point, tac tac tac, ok. 0,1, oui, l'espace il est là plutôt. Ok, FK. Dans la cellule D3, donc c'est où ça? C'est D3, voilà. Il entre la formule mode D2, donc D2 c'est D2, c'est lui, c'est 2. Puissance AE3, AE3 c'est ici, c'est 3. Modulo donc 29. Comment modifier cette formule afin de pouvoir dupliquer en utilisant, vous savez, le truc comme ça? Voilà, alors comme vous voyez, j'ai refait exactement le truc de l'élève de troisième, hein. Et donc ici j'ai tapé sa formule, mais c'est sûr que quand on la décale, paf, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne 1, 1, 1, 1. Pourquoi? Alors parce que la puissance qui est ici, ben voilà, là c'était AE, ok, et puis là c'est AF et AF3, c'est quoi AF3? Tac tac tac, donc là j'en suis à AE3 c'est 3 et AF3 ben, c'est à côté et ça vaut 0 d'accord, donc soit vous avez un problème, il vous dit nombre ou un truc comme ça ou erreur, soit il vous dit bah par défaut c'est 0 et donc voilà, moi il m'a mis que des zéros. Ok, donc comment est-ce que je fais pour bloquer euh, le... Donc quand je décale pour bloquer, donc moi ce qu'il me faut c'est bloquer la colonne, pardon. Donc il faut que je mette $, devant le AE3, d'accord? Comme ça, quand je vais décaler à droite, ça va me donner toujours, vous voyez, c'était AE3, donc D2 AE3, et puis là ça va être E2, mais toujours AE3, et puis là F2, et toujours AE3, et ainsi de suite, ok? Voilà, tant que j'y suis, je peux vérifier que tout à l'heure, le codage de E, ah oui, alors le codage de E, il est là, d'accord, et le codage c'était bien 13, donc j'avais bon tout à l'heure, ok. Donc voilà, donc il fallait simplement mettre dollar devant le AE, ok. Et si vous mettez dollar devant le 3, vous le fixez le 3 quand vous baissez votre recopie automatique, d'accord. Voilà, bon, alors crypter le mot. Alors que Benoît utilise la feuille de calcul précédente pour le cryptage de F7, on ne vérifie pas, on obtient le tableau suivant, d'accord. Donc on voit bien que 0, 0, 1, 1, ok. Euh, crypter les mots clés élus, que constate-t-on? Alors c'est pas passionnant, mais allons-y. C, il est codé par 4, et donc crypter 4, ça représente 28. L de clé, hein, donc c'est 13 le codage, et 13, ça fait 28. Et E, c'est 6 et 6.
ça fait 28, d'accord? Donc clé, c'est 28, 28, 28. Et Luc, eh ben, le L, on sait, je sais plus là-bas, mais on sait que ça fait 28. Le U, alors le U, tac, 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 ça fait 22. Et ici, le cryptage de 22, c'est 28 aussi. Et le C, bah, c'est comme le C ici, ça fait 28, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate? Bah, on constate que clé et Luc, ça donne exactement le même cryptage, 28, 28, 28, c'est-à-dire, bah, c'est pas génial, quoi, pour décrypter, parce que bah, quand vous recevez 28, 28, 28, vous ne savez pas s'il a écrit clé, Luc, CLU, CLE, etc. Bon, voilà, je tapais des trucs, mais je vais peut-être le faire comme ça. Quelle propriété doit vérifier la fonction FK pour exécuter le décryptage? Eh bien, il faut donc que bah, FK soit injective, hein, d'accord. C'est-à-dire que lorsque vous prenez deux éléments à l'arrivée de R. Attendez, j'essaye de retrouver F de R dans R. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. FK de R dans R, lorsque vous prenez deux éléments de l'arrivée, il faut qu'il y ait deux éléments, deux antécédents pour que vous puissiez décrypter qui est 28, un seul antécédent. Voilà, donc il faut que chaque image ait un seul antécédent. Donc, enfin, c'est pas forcément chaque image, hein, d'accord? Oui, enfin, si, c'est chaque image, mais c'est pas forcément chaque élément de R. Que chaque image ait un antécédent et donc que la fonction soit injective. Alors on peut remarquer comme FK il va de R dans R et que R est un ensemble fini, bien sûr, c'est de 0 à 28. Donc ça injective, c'est équivalent à bijective, qui est équivalent à surjective, etc. Ok. N'oubliez pas, ce théorème que je viens de faire, là, il est dans le cas ensemble fini vers un autre ensemble fini. Il y a un autre théorème qui n'a rien à voir, qui est en algèbre linéaire et qui est en dimension finie des deux côtés. Mais ça n'a rien à voir avec ensemble fini, hein. Voilà. Alors ensuite, Camille utilise la feuille de calcul de la question 3 avec k égale 19, d'accord? Dans les cellules allant de E3 à AD3, s'affiche le truc nombre. Comment expliquer ce résultat? Voilà, donc comme Camille, j'ai mis là-bas ma puissance, mon exposant à 19, et moi aussi ma fiche nombre, 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 d'accord? Alors pourquoi? Bah, c'est parce que on fait, donc là c'est par exemple 6 puissance 23, donc 6 puissance 23, d'accord? Voilà, et il a pas, donc il y a 17 chiffres, enfin 18 chiffres au total, quoi. Et donc il connaît pas les derniers chiffres, il a une approximation, il ne gère que des approximations. Et pour faire le modulo, bah, il faut que vous connaissiez tous les chiffres, d'accord? Donc c'est trop gros, les chiffres sont trop gros pour qu'il puisse calculer ça. Ok? Voilà, donc il faut simplement dire, donc c'est le nombre de chiffres significatifs et pour Excel, ça doit être, je ne sais plus si c'est 9, 12 ou un truc comme ça, mais en tout cas, pas aussi gros que ça. Et donc, il ne peut plus faire certaines opérations telles que les restes de division euclidienne qui demandent à connaître tous les chiffres jusqu'à l'unité. Donc, il faudrait qu'il ait 17, 18 chiffres significatifs. Donc voilà pour ce problème. Alors, remarquez juste un truc, hein, c'est que quand on veut faire 6 puissance 23 modulo 29, on fait déjà, euh, par exemple, 6 puissance 10, d'accord, oui, il sait le faire, ok. Mode, donc ça, hop là, raté, 29, ok. Donc on sait que pour faire 23, il vous faut aussi donc ça, il vous faut le même, 16 aussi, je le remets, hein, ou je remets exactement le même si vous voulez, copier-coller. Et puis il vous faut mode 6 puissance, alors 3 pour faire 23, c'est ça? On voulait quoi? Ah non, on voulait 19 nous, bon bref, c'est pas grave. Bon, on va faire 23, d'accord? Modulo 29, paf, ok. Voilà. Donc 6 puissance 23, là c'est 6 puissance 10 fois 6 puissance 10 fois 13, d'accord? Et donc on va faire ça, on va faire 16 fois 16 fois 13, et là Excel il sait très bien le faire, ok? Mais si vous lui demandez, alors là c'était 23. Ouais, pourquoi j'ai mis 23 moi? Parce que c'était avec k est égal à 19. Ah ouais, non c'était 19, bon c'est pas très grave, mais j'ai mis 19 ou j'ai mis 23 moi? Pourquoi je suis parti sur 23? Non, j'avais mis 19 sur mon tableau. Bon, bref. Je sais pas trop pourquoi j'avais cette idée de 23, mais bref. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. C'est que il est assez idiot de calculer la puissance du nombre, puis de faire modulo machin. On calcule les carrés, les cubes. Alors, à chaque fois, on fait modulo, modulo, d'accord, pour garder des nombres tout petits à de proche en proche, quoi, d'accord, et pas calculer des nombres énormes, des puissances énormes.
Ok. Ok, donc choix de la fonction de cryptage. Alors là, c'est intéressant. On va redémontrer le petit théorème de Fermat. Donc, pour quelle valeur de k la fonction de cryptage fk permet le décryptage? C'est-à-dire pour quelle fonction elle est injective. Donc P, c'est un nombre premier. A un entier relatif tel que P ne divise pas A. Le but de cette question est de démontrer l'égalité relative donc, au théorème de Fermat, c'est-à-dire que A puissance P-1 est congruent à 1 modulo P si A ne divise pas, si P ne divise pas A. Pardon. Ok, donc grand A, c'est l'ensemble, petit a, 2A, 3A, etc. jusqu'à P-1A. Alors, soit K un entier relatif, montrer que P divise K, si et seulement si P divise K. Alors, j'ai repris les hypothèses. Hein. P est premier, A dans Z tel que P ne divise pas A. Hein. Bon, c'est moche ça, c'est pas comme ça, mais bref. P ne divise pas A. On se démontrer donc que A puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Et donc, je considère grand A ceci. Alors, l'hypothèse c'est quoi? C'est que soit K dans Z tel que P divise KA, il faut montrer que P divise K. Alors j'utilise le théorème que vous devez connaître. Comme P est premier et que P ne divise pas, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas ce truc-là, A, alors P est premier avec A. Et donc après c'est le lemme de Bezout, hein, le lemme de Gauss, pardon. Nous avons que donc comme P divise KA et que P est premier avec A, alors P divise K. Ok? Alors dans le texte, il nous est demandé un si et seulement si. Donc vraiment prenez votre temps, faites une implication, puis l'autre, hein, d'accord. Donc la réciproque, on suppose que P divise K, alors bon bah c'est évident, P divise K fois A, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc on a l'équivalence que l'on souhaitait. D'accord? P divise K, si et seulement si P divise K. Donc pour les équivalences, c'est assez rare d'utiliser que des équivalences. Hein. C'est beaucoup plus safe de faire une implication, puis l'autre implication, la double implication. Alors ici, là, j'utilise pas mal de choses, le lemme de Gauss, le truc premier, etc. Donc je voudrais les redémontrer avec vous, parce que ça pourrait faire l'objet d'une démonstration dans un problème. Hein. Alors allons-y pour le lemme de Gauss. Donc je reprends toute notation. Hein. A divise BC et A est premier avec B. Alors je vais démontrer que A divise C. D'accord? Alors il faut connaître l'identité de Bezout, c'est-à-dire que si A et B sont premiers entre eux, alors il existe U et V tel que AU plus BV est égal à 1. Voilà, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par C. Donc qu'est-ce que j'obtiens AUC plus BCV est égal à C. Ok, donc ce C là, c'est lui. Et alors qu'est-ce que je sais? Je sais que A, A il divise AUC, hein, puisqu'il est là. Et il divise aussi BC. Oui, c'est ça, il divise BC, ici. A divise BC. Donc A divise l'un et l'autre, donc A divise la somme des deux. Donc A divise C. Ok pour Gauss. Donc voilà la conclusion ici. A divise machin et truc, donc A ça. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment le début du cours d'arithmétique sur les divisions. La somme de deux nombres divisibles par A est divisible par A. Et puis ici, c'était le Gauss, l'identité de Bezout. Et donc l'autre propriété que j'ai démontrée, c'est que j'ai utilisée, c'est celle-ci. P est premier et P ne divise pas A, alors P est premier avec A. Donc on va le démontrer. Donc comment est-ce que je fais pour démontrer qu'un nombre est premier avec un autre? Eh bien, il y a deux possibilités en fait. Soit justement par Bezout, c'est-à-dire trouver U et B et U et V tel que AU plus PV sont égal à 1. Alors ici, ça va pas vraiment être possible hein, parce que j'ai aucune indication. Soit sinon, premier entre eux, c'est-à-dire que le plus grand diviseur commun est 1. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre soit D, en général je vais pas comme ça, voilà, un diviseur commun de P et de A. Qu'est-ce que je peux dire? P est premier, donc D il n'a pas beaucoup de choix. Hein. D c'est soit 1, soit P. Donc si jamais D est égal à P, si jamais D est égal à P, pardon, alors P divise A. Ok? Puisque D est un diviseur de A, donc d'accord? P divise A. Et ça c'est absurde puisque c'est ce qu'on a là, d'accord? Donc forcément, ce diviseur commun est égal à 1. C'est pas P ici, c'est D est égal à 1 est possible. Donc de deux choses, hein, soit D est égal à 1, soit D égale P. D égale P c'est absurde, donc forcément D est égal à 1, c'est D ici. Ok? Et on a déduit donc que le seul diviseur commun de A et de D c'est 1, et donc A et P sont premiers entre eux.
Ah là là, j'ai confondu. C'est A et P ici, évidemment. Ok, tant pis. Voilà la conclusion. Le PGCD de P et de A, c'est 1, et donc ils sont premiers entre eux. Ok. Alors tout ça, hein, j'ai juste fait ça, hein, d'accord. En déduire que P ne divise aucun élément de A. Alors c'était quoi déjà que j'ai démontré que P divise KA si et seulement si P divise K. Ok. Bon, bah, c'est facile, hein, parce que les éléments de grand A, ils s'écrivent KA, avec K qui est compris entre 1 et P-1. Or, si P devait diviser l'un d'eux, bah, il diviserait KA. Donc par ceci, ça voudrait dire qu'il diviserait K. Mais P ne peut pas diviser ni 1, ni 2, ni P-1, d'accord. Et donc, c'est absurde, ok. Donc on a deux possibilités pour démontrer ça, soit par l'absurde, comme je viens de le faire un petit peu à l'oral, soit par la contraposée, c'est-à-dire de le faire joliment, quoi. Alors j'y vais, donc par l'absurde, je suppose que P divise KA avec K qui est compris là-dedans, d'accord. Donc ça veut dire que, d'après le résultat précédent, P divise K, et ça c'est directement absurde puisque K est plus petit que P, quoi, en fait. Donc c'est pas possible. K est positif, hein, néanmoins. Et sinon par la contraposée, alors, si P divise KA, donc juste à la contraposée, c'est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que je peux dire, hein, d'accord. On déduit que P ne divise aucun élément de A, c'est-à-dire que si P divise KA, alors P divise K, ok. Donc ça c'est la contraposée de ça, hein, d'accord. Montrer que P divise KA, c'est seulement si P divise K. Ok, donc P divise K implique P divise P divise Ka implique P divise K. La contraposée, c'est que P ne divise pas K. Alors, je sais pas pourquoi c'est ce symbole bizarre, mais c'est P ne divise pas K implique que P ne divise pas Ka. Ok. Donc, il ne peut pas diviser. Donc, quand K prend les valeurs de 1 à P-1, P ne peut pas diviser les éléments de grand A. Ok. Bon, bah voilà, c'est tout. Alors, ensuite, question 2. Je prends I entre 1 et P-1, et alpha I, c'est le reste modulo P de l'entier IA, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de IA par P. Établir que ces restes sont tous non nuls et 2 à 2 distincts. Alors non nuls, c'est facile parce que les IA ne sont pas divisibles par P, donc vous savez qu'un reste nul, ça veut dire que P divise IA, et on vient de démontrer que ce n'était pas le cas, et donc il faut surtout démontrer 2 à 2 distincts. Alors allons-y, donc montrons que ces restes sont non nuls, donc la définition du reste de la division euclidienne c'est quoi? IA est égal à QI fois P plus alpha I avec alpha I strictement, c'est quoi ce truc encore? Strictement plus petit que P en fait, hein, d'accord. Voilà. Euh, donc pour tout I entre 1 et P-1, alpha I est différent de 0 car sinon AI, ce truc là, serait un multiple de P, ce qui contredit évidemment le résultat de la question truc. Ok. Voilà, l'autre rédaction qui est peut-être encore plus claire, c'est de dire que on a démontré que P ne divisait aucun des AI, donc le reste de la division euclidienne de chacun des AI par P est non nul. Ok. Le reste alpha I de la division euclidienne de IA par P est toujours non nul, puisque ça ne peut pas être divisible. Donc ça, disons que c'était la partie facile. Maintenant, la partie un peu plus dure, c'est de démontrer qu'ils sont 2 à 2 distincts. Alors, deux possibilités, soit par l'absurde, soit... en fait, on part toujours de la même façon. C'est-à-dire, on va toujours supposer qu'il existe deux AI et AJ, par exemple, qui ont le même reste. Et alors, par l'absurde, il faut dire que I et J sont différents, et on va démontrer que c'est pas possible. Et sinon, si vous avez que AI et AJ ont le même reste, alors vous allez démontrer que I égale J de manière directe, et comme ça vous dit que ils sont tous non nuls, tous 2 à 2 différents, puisque si jamais vous trouvez deux fois le même, c'est en fait le même, le même indice, quoi, le même I. Ok. Alors raisonnons par l'absurde déjà. Donc je suppose qu'il existe I et J, deux éléments différents, tels que alpha I est égal à alpha J. D'accord. Donc sans perdre de généralité, comme I et J sont différents, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc je dis que par exemple c'est I qui est plus petit strictement que J. Strict, hein, puisqu'ils sont différents. D'accord, donc j'ai quoi? J'ai que AI c'est QIP plus alpha I et JA c'est QJP plus alpha J. Ok, donc je vais faire la différence des deux. Et comme le
alpha i est égal au alpha j, dans cette différence, les deux restes vont s'éliminer. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que IA moins QIP est égal à JA moins QJP. D'accord? Alors là, j'ai mis dans cette rédaction que les deux restes étant égales, j'ai d'accord, les deux trucs comme ça. Ok, donc en machinant bien, j'ai que P facteur de QI moins QJ, ouais, c'est de ce côté-là, c'est pas grave, est égal à A facteur de I moins J. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P divise J moins IA. D'accord? Et ça, c'est absurde. Pourquoi? Parce que P ne divise aucun élément de grand A, de l'ensemble grand A. Il est où grand A? Il est là. A, 2A, 3A, etc. D'accord? Or, I et J sont tous les deux compris entre 1 et P moins 1, c'est-à-dire que I moins J, il est compris entre 1 et, enfin, entre 0 pardon, et P moins 2. D'accord? Mais comme I et J sont différents, ça ne peut pas être 0, donc c'est entre 1 et P moins 2, et donc ce J-I là, c'est bien un élément de grand A ici. Okay, c'est un multiple de A. Donc c'est absurde. Ok, donc voilà, c'est le raisonnement par l'absurde, mais on peut faire plus joli en faisant directement le raisonnement direct. Voilà. Donc je vais supposer, donc toujours pareil, qu'il existe alpha I et J tel que alpha I est égal à alpha J. Je ne suppose pas que I et J sont différents, et je vais démontrer que I et J sont égaux. Ok, donc les deux alpha I ne sont égaux que si les deux indices en fait sont égaux, donc c'est-à-dire c'était le même élément. Donc sans perdre de généralité, je peux supposer que I est inférieur ou égal à J. Alors pourquoi je veux ça? Parce que je veux créer du J-I et que ça soit que le J-I ce soit l'un des facteurs positifs. Vous voyez, ça peut être 1, ça peut être 2, etc. Ok, jusqu'à P-1. Mais je veux pas un truc négatif. Hein. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, je fais les restes enfin, je pose les deux divisions euclidiennes et puis je vais faire, puisque alpha i est égal à alpha j, je vais faire la même chose. Donc j'obtiens que IA moins QIP est égal à JA moins QJP. Pareil, je mets d'un côté les facteurs de P et de l'autre les A. Ok, et donc je vais dire quoi ici? Je vais dire que donc P divise ce truc là. Ok, mais comme P ne divise aucun des éléments grand A, de grand A, d'accord, forcément I moins J est égal à 0. D'accord, ça ne peut pas être 1, 2, 3 jusqu'à P moins 1, et J moins I, lui, il est compris entre, comme j'ai dit tout à l'heure, 0 et P moins 2. Ok, comme, alors c'est P moins 2, mais P moins 1 c'est vrai aussi, d'accord. On a que P ne divise aucun élément de A, donc on doit avoir I moins J est égal à 0, c'est-à-dire I égale à J. Voilà, donc la deuxième rédaction est un peu meilleure que la première. C'est pas la peine de passer par l'hypothèse absurde si vous voulez, on a juste la contraposer, ça suffit. Bon, maintenant, si vous avez fait l'un des deux, c'est très bien. Alors 2b, on déduire que alpha i pour i qui varie entre toujours 1 et p-1, c'est justement entre 1 et p-1. Alors facile, enfin facile. Donc les alpha i, on sait que ce sont des restes de division euclidienne, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre 0 et p-1 de manière large, d'accord, strictement plus petit que p, donc entre 0 et p-1 large. Ils sont non nuls, donc c'est 0 strict. Donc en fait, ils sont compris entre 1 et p-1. Donc c'est-à-dire il y a p-1 possibilité. Eux-mêmes, les alpha i, d'accord, il y en a p-1 différents. Donc choisir p-1 éléments différents dans p-1 éléments, bah, ça veut dire que il y en a un qui vaut 1 qui vaut 2, un qui vaut 3 et un qui vaut p-1. Okay, donc voilà pourquoi vous avez ceci. D'accord, alors je ne l'ai pas tapé, celle-là, donc tant pis, je la fais comme ça. 3, on appelle P le produit de tout élément de A, de tous les éléments de A, établir que P c'est ceci. Alors allons-y. Voilà. Donc A c'est ça, donc par commutativité, donc le P c'est donc le produit de tous ces éléments-là, et donc le produit de I égale 1 à P-1 des IA, c'est, bah, je fais sortir le A ici, donc j'en ai A puissance P-1, et après il me reste le produit de I égale 1 à P-1 de I, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois P-1, c'est-à-dire P-1 factoriel. Donc voilà, j'en déduis directement ce que l'on veut ici. Alors c'était peut-être pas ça la partie difficile de la question, c'est peut-être l'autre, et que P est congru à P-1 factoriel modulo P. Ah oui. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va faire petit à petit, c'est-à-dire
Chacun des éléments, donc A il est congru à alpha 1 modulo P, à 2A il est congru à alpha 2 modulo P, 3A à alpha 3 modulo P, lui à alpha P-1 modulo P, et donc par compatibilité de la relation de congruence avec les opérations algébriques, je vous l'ai mis en gras, alors c'est ça qu'on attend hein, pour vraiment voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1 A fois A2A modulo P, c'est A1 modulo, enfin le A1 modulo P fois le A2 modulo P, d'accord? Bref, le P, donc, par définition, il va être congru à ceci, d'accord? Au produit des alpha I. Or, d'après la question que j'ai faite à l'oral, là, comme ça, les alpha I ils sont tous compris entre 1 et PA-1 et 2A de distinct, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vaut 1, 2, 3, etc., P-1, et donc on en déduit que le produit des alpha I, ça vaut P-1 factoriel. Ok, donc on ne sait pas dans l'ordre, hein, attention. On ne connaît pas qui vaut 1, qui vaut 2, qui vaut 3, mais globalement, c'est ainsi. Et donc P est bien congru à P-1 factoriel modulo P. Alors, en déduire que pour tout antirelatif A premier avec P, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire ça, c'est le petit théorème de Fermat. Alors allons-y, donc je commence par dire hein, que je prends A un antirelatif premier avec P. Tout à l'heure c'était P ne divise pas A, maintenant c'est premier, mais ça veut la même chose puisque P est premier. D'accord, donc qu'est-ce que je sais? Je sais que P, c'est d'un côté, c'est A puissance P-1, P-1 factoriel, et de l'autre que P est congru à P-1 modulo factoriel modulo P. D'accord? Donc en fait, je vais écrire ça. Je vais écrire que ce P-là est congru, donc cette expression-là est congrue à P-1 factoriel modulo P. C'est tout. Donc A puissance P-1, P-1 factoriel est donc congru à P-1 factoriel modulo P. Ok? Alors là, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire je divise par P-1 factoriel. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de diviser comme ça dans les classes d'équivalence. C'est assez compliqué. Il faut être premier avec le truc là. Et comme on n'a pas vu en terminale, on ne le fait pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le P-1 factoriel de ce côté-là. On met en facteur. Ça veut dire que P-1 factoriel fois le A puissance P-1 moins 1, justement. Ok, est congru à 0 modulo P. Et là, on se dit, donc, ça veut dire quoi être congru à 0 modulo P? C'est que P divise tout ce truc-là. Donc P divise ce truc-là. Ouais, mais P, il risque pas de diviser P-1 factoriel, d'accord? Puisque P, il est plus grand que chacun des facteurs ici, d'accord? Donc P étant premier, il est premier avec P-1 factoriel. Et donc P divise forcément, d'après le lemme de Gauss, il divise forcément A puissance P-1 moins 1, d'accord? Voilà, et je repasse en classe de congruence. Ça veut dire que A puissance P moins 1 est congru à 0 modulo P, soit que A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Voilà, c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas très très difficile. Par contre, il faut les rentrer dans cette démonstration que je ne connaissais pas. Hein. Je connaissais celle de 2015. C'est celle-là que je fais d'habitude. Voilà, donc il fallait rentrer dans cette logique de démonstration pour arriver là. Que peut-on déduire pour F28 et F29? Alors déjà, la première chose, c'est de dire que 29 est un nombre premier, puisque, alors c'est un peu bizarre, c'était pas de demander dans le sujet, mais on a besoin que P, là dans votre truc, hein, il est premier, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis, ah oui, on fixe un nombre premier P, d'accord? On vous demande pas de... hein, mais voilà, il faut dire que 29 est en premier, et donc en appliquant le petit théorème de Fermat, je sais que A puissance 29 moins 1 est congru à 1 modulo P, c'est-à-dire que pour tout A premier avec 29, quoi, premier avec P, A puissance 28 est congru à 1 modulo P, d'accord? Donc j'écris ça, hein. A puissance 28 est congru à 1 modulo 29, ok? C'est-à-dire donc que ma fonction f28 de A est constante à 1, égale à 1. Ok, donc voilà, donc f28, c'est une fonction constante qui vaut tout le temps 1, pas super injectif ça. Et f29, c'est quoi? C'est la fonction, donc c'est ça. Et f29, c'est donc f28 fois A en fait, f28 de A fois A. Ok, de f28 congru à 1 modulo 29, quand vous multipliez par A des deux côtés, par toujours compatibilité des opérations algébriques avec la relation de congruence, vous avez que A29 est congru à A modulo 29. Ok, voilà, et donc ça veut dire que f29 de A est égal à A. Donc, d'accord, parce que le A, hein, il est compris entre 0 et 28, lui. C'est un des codes, un des nombres de codage.
Voilà, voilà. Et donc ça veut dire que votre fonction, c'est l'identité en fait. La fonction 29 est l'identité. F29 de A, c'est A. Ok. Donc pas super pour crypter cette fois-ci, c'est pas super, puisque bonjour, vous l'écrivez bonjour quoi. Alors, ensuite, on en est là. Soit K et L, deux entités naturelles non nulles, montrer que si K est congru à L module 28, alors FK et FL sont égales. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est donc les égalités, c'est pas, il y a un seul symbole d'égalité, mais il y a plein d'égalités en fait en maths. Donc ici, c'est de l'égalité entre deux fonctions. Ça veut dire quoi? Deux fonctions sont égales, en particulier ici. Les fonctions sont définies sur, ici, elles sont définies sur les entiers de 0 à 28. Hein, le grand R, je crois, qui nous avait dit quelque part. Voilà, le grand R d'ici. Ok. Donc deux fonctions sont égales si et seulement si, par définition en fait, leur évaluation en tout élément de grand R sont égales. Ok. C'est-à-dire que fk de A est égal à fl de A. Et cette fois-ci, l'égalité que je viens de dire, fl de A, c'est l'égalité dans notre ensemble ici, hein, d'accord. 0, 1, 2, 3, etc. Voilà, donc l'égalité de fonctions revient. Pour montrer que deux fonctions sont égales, on doit démontrer que leur évaluation en tout point de l'ensemble de définitions sont égales. Ok, donc je veux montrer ça. Fk est égal à Fl. Et donc, pour démontrer l'égalité de ces deux fonctions, je dois montrer que f pour tout a dans R, donc pour tout antirelatif non divisé par 29, bref, fk de A est égal à Fl de A. C'est ça mon but maintenant, d'accord? Donc je dois calculer fk de A, c'est-à-dire A puissance k modulo 29, et Fl de A, c'est-à-dire A puissance L modulo 29, ok? Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que K et L ah, sont égaux à modulo 28. Ça veut dire que ils ont le même reste dans la division euclidienne, c'est-à-dire que K c'est égal à 28 fois un certain QK plus RK, et pareil pour L, c'est QL plus RL avec RK est égal à RL. D'accord? Les deux restes sont égaux. Ok, donc A puissance K, c'est A puissance. Alors, le K, c'est donc 28 QK plus RK, c'est-à-dire A puissance 28 fois puissance QK fois A puissance RK. D'accord? Mais quand je passe à la classe de congruence, ce gros truc-là, d'accord? A puissance 28, d'après ce qu'on sait de tout à l'heure, hein, c'est congru à 1 modulo 29, vous êtes d'accord? Donc, A puissance 28 puissance K, c'est aussi congru à 1 modulo 29, et donc tout ce truc-là, il me reste en classe de congruence modulo 29, il me reste juste le A puissance RK, d'accord? Donc le A puissance K, il est congru à A puissance RK modulo, 29 ici, d'accord? P. De même pour L, hein, d'accord? De même, paf paf, je fais la même chose. Hein. J'écris A puissance L comme A puissance, et donc la décomposition en division euclidienne, quoi. Ok, et je réécris exactement comme ça. A puissance 28 qui est congru à 1 modulo 29 fois QL, enfin puissance QL, fois le A R1, d'accord? Et voilà. Et donc, modulo 29, ce AL, il est congru à AR1 modulo 29, d'accord? Mais comme AR1 euh, et voilà, comme RL est égal à RK, donc ce RL là est égal à RK ici, et donc modulo 29, les AL et AR sont égaux. Ok. Voilà, voilà. Et donc on en déduit que FK de A est égal à FL de A pour tout entier Z premier avec P. J'aurais dû mettre en fait pour tout A dans R, hein, d'accord? J'aurais vraiment dû mettre R. Voilà, et donc les deux fonctions FK sont égales, elles, sur leur ensemble de définitions. D'accord? Leur évaluation en tout point sont égales. Voilà, c'est vraiment FK, l'application de R dans R, donc R, hein, c'est l'ensemble 0,28. Donc j'aurais dû vraiment me limiter à grand A dans 0,28, qui est premier de toute façon, tous avec 29. Alors continuons, on en est à cette question-là. Dans cette question, x dessine un entier naturel premier avec 29, d'accord? Montrer qu'il existe un plus petit entier naturel non nul k, tel que x puissance k est congru à 1 modulo 29, et que cet entier k est inférieur ou égal à 28. Ok. Alors, donc, il faut démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel tel que. Alors, rappelez-vous de ce qu'on avait fait au premier semestre, ouais, c'est ça. Donc, on va considérer un sous-ensemble de n. On va dire qu'il est non vide. Et forcément, tout sous-ensemble non vide de n admet un plus petit élément. C'est tout. D'accord? Alors, il faut bien le construire.
Donc, le sous-ensemble, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des cas strictement positifs, attention, non nuls, hein, d'accord, tels que x puissance k est congru à 1 modulo 29. Et pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est... euh, enfin, pourquoi cet ensemble va être non vide? Parce que x puissance 28 est congru à 1 modulo 29, d'après ce qu'on a dit par le petit théorème de Fermat ici. D'accord? 29 étant premier. Let's go. Donc voilà, je pose grand E, c'est mon ensemble des j plus grand que 1, tel que x puissance j soit congru à 1 modulo 29. Alors il est non vide, pourquoi? Parce que je sais que x puissance 28 est congru à 1 modulo 29, d'accord. Bon, j'ai mis n'importe quoi, mais bref, x puissance p-1 est congru à 1 modulo p, et comme 29 est premier, ça marche. Ok, donc x28, voilà. Et donc, comme E est une partie non vide de n, il admet un plus petit élément. D'accord? Soit K celui-ci, et donc voilà, on sait que K est plus petit d'ailleurs que 28, puisque 28 c'est un élément de grand E, donc le plus petit élément de E est forcément plus petit que 28. Voilà, et donc c'est noté ordre de X, ici. Ok? Alors ici, on se rapproche des notions de groupe cyclique, etc. Alors comme ils l'ont dit que si c'était pas connu, bon, il y a moins de chances que, mais c'est quand même des raisonnements classiques. Attention, c'est pas parce qu'ils vous disent que ce n'est plus dans le cours que vous n'aurez rien dessus, hein, parce qu'on peut très bien vous dire, on appelle générateur un élément X tel que blablabla, et puis après vous devez vous débrouiller, d'accord? Donc il faut quand même savoir faire des choses avec ça, hein. Alors j'en suis à la définition ici. Soit k un entier naturel, montrer que x puissance k est congru à 1 si et seulement si O de k divise O de x divise k. Alors vous avez compris qu'il y a un si et seulement si, on le fait en deux temps. Euh, si k si O de x divise k, c'est-à-dire k divise machin. Non, si O de x divise k. Voilà, k s'écrit O de x fois 28, enfin fois R par exemple, d'accord? Alors comme x puissance O de x ça vaut 1, x puissance O de x le tout puissance R, ça va être congru à 1 modulo 29. Donc ce côté-là, il est gagné. L'autre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez faire on va faire la division euclidienne de k par O de x. Alors, je le fais là-dessus. Donc, je vais montrer que x puissance k est congru à 1 modulo 28 si et seulement si O de x, l'ordre divise k. Donc on va le faire en deux temps. Déjà, je vais supposer que l'ordre divise k, c'est-à-dire que k c'est l'ordre fois un certain. Alors maintenant, je l'appelle u, d'accord? Donc ça veut dire que x puissance k, c'est x fois x puissance, pardon, o de x fois u, et donc j'aurais écrit x puissance o de x, le tout puissance u. Or, je sais que par définition de l'ordre, x puissance ordre est congru à 1 modulo 29. Donc x puissance ordre puissance u, c'est congru à 1 puissance u, c'est-à-dire à 1 modulo 29. Et donc x puissance k est congru à 1 modulo 29. Ok, pourquoi j'ai un 28 ici? Une seconde. Oui, je me suis juste trompé dans le recopiage, quoi. C'est un 29, hein, bien sûr. Ok, ouf. Bon, c'est un 29 ici. Ok. Donc voilà, ça c'était la partie facile, c'est-à-dire si ça, alors ceci. Maintenant la partie difficile, je vais supposer que x puissance k est congru à 1 modulo 29, voilà, c'est bien, c'est là, et je vais démontrer que O de x divise k. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire la division euclidienne de k par l'ordre, et je vais montrer que le reste est nul, d'accord? Donc donc j'effectue la division euclidienne de k par l'ordre, k est égal à q fois l'ordre plus r, alors l'ordre, hein, c'est moche, hein, comme ça. Donc avec R qui est compris entre 0 et plus petit strictement que l'ordre, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire donc que x puissance k, donc je réécris toujours de la même façon, c'est x puissance ordre puissance le quotient, q, fois x puissance r. Maintenant je vais passer à la classe de congruence modulo 29, comme d'habitude. Comme x puissance ordre c'est congru à 1 modulo 29, x puissance ordre puissance q c'est congru aussi à 1 modulo 29, et donc j'obtiens quoi? J'obtiens que x puissance k est congru à x puissance r modulo 29, or x puissance k, hein, c'est 1. C'est-à-dire que x puissance r est congru à 1 modulo 29, ok? Voilà, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que r, c'est un nombre qui est un entier entre 0 et ordre, qui vérifie, donc, vous savez, de tout à l'heure, de mon ensemble grand E, là. D'accord? Mais par minimalité de l'ordre,
ça veut dire que bah, R est forcément nul, d'accord? Si jamais il était plus grand que 1, alors ce serait un élément de ce E là, d'accord? L'ensemble des J plus grand que 1, tel que x puissance J est compris à 1 modulo 29. Ok, or l'ordre c'est le plus petit de ceux-là, d'accord? Donc R il peut pas appartenir à cet ensemble-là, d'accord? Sa seule solution de survie c'est d'être à l'extérieur et donc d'être nul, ok? Puisque R il a le droit d'être nul ici. Et voilà, donc j'en déduis que R est égal à 0 par minimalité de l'ordre, vous avez compris, hein, minimalité dans le sens dans l'ensemble grand E de tout à l'heure. Et donc comme le reste de la division euclidienne est nul, ça veut dire que O de x divise K. Voilà, c'est vraiment très très classique hein, tout ça. Voilà, question d'après. Pouf. Où est-ce que j'en suis? Ici, là. En déduire que O de x est un diviseur de 28. Bon, bah c'est pas difficile, hein. On sait que 28 appartient à mon fameux ensemble E, et je viens de démontrer que si x puissance donc 28 est congruent à 1 modulo 29, alors 20, O de x divise 28. D'accord? Bah c'est tout, ça y est. Donc O de x est un diviseur de 28. Ok, donc voilà, vous rédigez ça. D'après machin, je sais que x puissance 28 est congruent à 1 modulo 29. Or, O de x divise tous les cas qui vérifient ça, donc O de x divise 28. Donc O de x est un diviseur de 28. Ah, ok. Ensuite, écrire un algorithme permettant de calculer l'ordre d'un nombre entier x premier avec 29. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Il faut que je trouve le... Comment est-ce que je fais pour trouver le plus petit cas tel que hein. Alors c'est pas... Enfin, ouais, je vais toujours vous dire c'est pas compliqué. Bon bref. Donc je vais calculer les puissances donc de x lui-même, x au carré, x au cube, etc. À chaque fois je fais la congruence modulo 29 et je regarde est-ce qu'il y en a... est-ce que ce reste de division euclidienne plutôt, est-ce qu'il est égal à 1 ou pas, d'accord? N'oubliez pas que dans les ordinateurs, mode, ça veut dire reste de la division euclidienne, d'accord? Alors qu'en maths, mode, c'est une classe d'équivalence en fait. Bon, bref. Ok, donc l'idée c'est quoi? Donc x est premier, bah, si x est le nombre initial, on va calculer les puissances successives. Pour chacune de ces puissances, tant que c'est différent, oh là là, mais bon, il a des problèmes à ce moment. Donc tant que xk est différent de 1, bah, j'augmente la puissance, je recommence, et dès que je trouve un k tel que x puissance k est congru à 1 modulo 29, ou que le reste de la division client de xk par 29 c'est 1, hop, c'est bon, je l'ai gagné. D'accord? Voilà. Alors, je définis donc ma fonction, hein, un peu au style Python. Alors, déjà, donc ma puissance, il faut que je l'initialise à 1, et mon reste, donc là je l'ai appelé y, ouais, j'aurais dû l'appeler ir plutôt. Attendez. Voilà, vous l'avez pas entendu longtemps normalement. Donc là c'est ma puissance initiale, ça c'est mon reste initial, donc x, vous savez, pourcentage 29, c'est pour, quand je veux faire un peu Python, ça c'est le reste de la division client de x par 29 en Python, mais si jamais vous prenez le Excel, c'était mode x.29, d'accord, bon, peu importe, hein, c'est pas très grave la syntaxe, hein, c'est juste l'idée qui compte. Voilà, et donc vous faites tant que R est différent de 1, donc au départ ça va rentrer, alors vous incrémentez K et vous multipliez, ah, voilà, il me reste un Y, vous multipliez donc votre précédent reste par X et vous refaites le modulo 29, d'accord? À ce niveau-là, on aurait pu aussi mettre R égale à X puissance le nouveau K, d'accord? Pourcentage 29, ou le reste de la division euclidienne de X puissance le nouveau K par 29. Ok, mais ça aurait été bête dans le sens où bah, vous recalculez la puissance avant de prendre le modulo 29, alors que là, vous voyez que je prends juste le reste, hein, qui est plus petit que P, je multiplie par x qui est quelconque, d'accord? Donc j'obtiens un nombre pas trop grand comparé à x puissance k, d'accord? Voilà, et puis c'est tout, et donc une fois que vous sortez de la boucle while, vous sortez avec le bon k, ouais c'est ça. Voilà, c'est tout pour ce petit programme. Alors faites attention à l'ordre dans lequel vous faites. Hein. Donc moi j'ai commencé à initialiser ici pour pouvoir rentrer dans le while, d'accord? Faites attention parce que si jamais vous mettez le K en dessous, des trucs comme ça, enfin bref, vous risquez de retourner un K plus 1 au lieu du K qu'il vous faut. Bon, juste, il y a plusieurs programmes, hein, bien sûr, qui font exactement la même chose, qui le font aussi bien, quoi. Voilà, voilà. Après,
Déterminer l'ensemble des diviseurs de 28. Wow, ça c'est pas trop compliqué, hein, d'accord. Donc en fait, D28, normalement c'est D28. C'est 1, 2, je sais pas trop quoi. Hop, bop. 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Ok, ok, ok. Bon, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques sujets sur les diviseurs, hein, d'accord. C'est assez intéressant, hein. Donc on sait faire les nombres premiers, on sait que leur ensemble de diviseurs, c'est juste... Il y a deux nombres, d'accord. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses à faire aussi avec ça. Alors, montrer que si x puissance 14 est congru à 1 modulo 29 ou x puissance 4 est congru à 1 modulo 29, alors l'ordre OX de x quoi, ne peut pas valoir 28. Ouais, bon, c'est un peu bizarre quoi. Alors, on sait que si jamais x puissance 14 est congru à 1 modulo 29, alors l'ordre il va diviser 14, hein, donc ça peut pas être 28, puisque 28 ne divise pas 14, et pareil pour 4. Hein. Voilà, donc ça, la question ici, hein, soit k tel que, d'accord, donc c'est 8, 2, c'est ça, soit k un entier naturel, si x puissance k est congru à 1 modulo 29, c'est seulement si O de x divise k, d'accord. Voilà, donc, alors là, c'est toujours mes trucs qui ne marchent pas, mais c'est pas grave. Si x puissance 14 est congru à 1 modulo 29, alors par définition, O de x est un diviseur de 14, d'accord. Et donc ça peut pas être 28. Et pareil là, c'est un diviseur de 4, donc ça peut pas être donc ça peut pas être 28 aussi. Voilà, c'est ce que je dis ici. Montrer que si x puissance 14 n'est pas ni 1 modulo 29 et que x puissance 4 n'est pas congru à 1 modulo 29, alors l'ordre de x c'est 28. Ok. Donc vous voyez que cette affirmation-là, c'est exactement la négation de celle-ci. D'accord. Là c'était positif, c'est-à-dire que je suis congru à 1, la puissance 14 est congrue à 1 ou la puissance 4 est congrue à 1. Et là c'est la négation de ça, puisque c'est la puissance 14 n'est pas congrue à 1 et la puissance 4 n'est pas congrue à 1. Ok, alors bon, les symboles, je laisse tomber. Je sais pas pourquoi ils ont tous sorti très mal. Donc x puissance 14 n'est pas congru à 1 modulo 29 et x puissance 4 n'est pas congru à 1 modulo 29. Alors il faut que je montre que l'ordre de x est 28. Alors allons-y. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que l'ordre c'est un des diviseurs de 28. Donc ça peut être la liste de tout à l'heure. Ok. Voilà. Et cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça ne peut pas être 14 et ça ne peut pas être 4. D'accord. Donc, par cette hypothèse-là, O de x ce n'est pas 4 et ce n'est pas 14. D'accord. Alors, reste à savoir pourquoi ce n'est pas 1, 2, 7. D'accord. Et donc, ce sera 28. On va procéder par élimination. Alors, si c'était 1, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que x puissance 1 est congru à 1 modulo 28, 29. D'accord. Si l'ordre était 1, alors x serait 1 en fait, et donc en particulier x puissance 4 serait congru à 1 modulo 29. D'accord. La définition serait x puissance 1 est congru à 1 modulo 4. Donc quand vous modulo 29, pardon, donc quand vous mettez la puissance 4, évidemment, ce sera aussi vrai. Et ça, c'est pas possible d'après l'hypothèse. Donc ça ne peut pas être 1. De même, ça ne peut pas être 2, puisque sinon, x puissance 4 serait aussi... d'accord. Si x au carré est congru à 1 modulo 29, alors en élevant au carré ce truc-là, donc ça ferait x puissance 4 est congru à 1 modulo 29, ce qui n'est pas possible puisqu'on me l'a dit là. Hein, on m'a dit ici, c'est pas. Donc ça ne peut pas être 1, 2, ça peut pas être 4, ça peut... Alors, est-ce que ça peut être 7? Bah non, parce que sinon, je fais le même coup avec 14. Si l'ordre était 7, ça impliquerait que, en élevant au carré la relation x14 est congru à 1 modulo 29, ce qui n'est pas, on m'a dit que c'était pas vrai. Ok, donc ça ne peut être que 28. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élimination. Vous avez vu que j'ai essayé tout le monde et jusqu'à trouver, jusqu'à ce qu'il m'en reste qu'un seul. D'accord. Le dernier des Mohicans. Voilà. Donc tout n'est pas possible sauf lui. Voilà. Et donc on déduit que 2 est primitif, modulo 29. Donc c'est quoi primitif? C'est simplement que son ordre est 28. Ouais. D'accord. Donc en fait, il faut que j'applique ça à x. D'accord. Donc il faut que je vois est-ce que 2 puissance 14 n'est pas congru à 1 modulo 24 et que 2 puissance 4 n'est pas congru à 1 modulo 29 pour appliquer ça et voilà. Ok. Donc voilà, normalement c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, je vous ai rappelé qu'est-ce que c'était que primitif. Alors déjà 2 est bien premier avec 29 parce que dans le texte on nous dit que x doit être premier avec 29. Donc il reste à démontrer que 2 puissance 4 n'est pas, bon bref, premier avec, n'est pas congru à 1, pardon, modulo 29 et n'est pas congru à 1 module
que 2 puissance 14 n'est pas congrue à 1 module 29. Voilà. Bon, je vous laisse faire les calculs, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et vous trouvez ça, donc il est primitif. D'accord? Voilà, donc déjà on s'approche vraiment de ce qu'on appelle la structure des groupes, etc. Là c'est encore plus. Alors c'est pas inintéressant, hein, mais voilà, voilà, si jamais vous savez déjà faire ça, si vous avez bien compris, c'est déjà pas mal pour ce truc de modulo. Voilà.